Bien, écoutez, je vous propose de démarrer maintenant. Les retardataires pourront se joindre à nous par la suite. Tout d'abord, bonsoir à tous, hein. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire mensuel de la chaire Économie des partenariats publics-privés qu'on organise conjointement avec le cabinet GB2A depuis décembre. Ça veut dire que c'est le deuxième de cette série qu'on organise. Celui du mois dernier portait sur la renégociation des contrats publics et je vous invite, pour ceux qui ne pouvaient pas se connecter, à le revoir il est possible de le revoir directement sur notre site web. Je ne sais pas si du côté de GB2A, vous avez eu l'opportunité de le mettre en ligne aussi, mais bon, il y a la possibilité de revisionner ce webinaire. Le webinaire de ce soir est aussi le premier de l'année 2022, ce qui me permet de vous souhaiter à tous une très bonne et une très belle année, en espérant qu'elle soit un peu moins chaotique que celle de l'année dernière. Le sujet de ce soir porte sur l'achat public en France. On a appelé ça l'achat public en France entre rigueur juridique, utilité sociale et efficacité économique. C'est un sujet qui nous paraissait intéressant, tout d'abord parce que la commande publique, c'est environ 200 milliards d'euros par an, donc 8 points de PIB. On voit bien que lui assigner des objectifs sociaux, c'est-à-dire des objectifs d'insertion sociale, de retour à l'emploi, de lutte contre les discriminations, des objectifs environnementaux, en plus d'objectifs purement économiques, ça peut avoir un impact significatif théoriquement. L'idée, c'est que la puissance publique doit montrer l'exemple dans un premier temps, et puis surtout qu'avec de tels montants de commandes publiques, on peut générer de possibles effets d'entraînement, de synergie dans l'économie. Pourtant, si c'est un sujet intéressant, c'est un sujet assez peu traité en économie à ma connaissance, c'est-à-dire qu'il y a assez peu finalement d'études complètes avec des données crédibles qui cherchent à mesurer précisément l'efficacité d'une commande publique responsable. Et puis, c'est un sujet pour lequel la législation est changeante et pas toujours facile à suivre. De ce point de vue, le Code de la commande publique évolue régulièrement sur ces sujets, et notamment avec la loi climat et résilience d'août dernier. On dépasse le cadre de simples mesures incitatives qu'on avait jusqu'alors pour faire de l'environnement et du social une composante indispensable de la passation et de l'exécution maintenant des contrats publics. Donc on peut se poser la question de la compétence, des moyens des acheteurs publics, des difficultés qu'ils rencontrent pour mettre en place une commande publique responsable, évolutive, complexe. Bref, on peut se poser la question de l'efficacité d'une commande publique responsable, et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire dans ce séminaire ce soir avec nos deux invités. Alors, pour en discuter, on a d'un côté Jérôme Taconnet, qui dirige Côte d'Azur Habitat, le premier bailleur des Alpes-Maritimes, et qui, parallèlement à ses fonctions, préside Centralis depuis 2018, une centrale d'achat public dédiée à la rénovation de patrimoine. Donc, une double casquette pour notre premier invité. Et on a de l'autre Stéphane Jacquet, qui est avocat associé au cabinet GB2A, spécialiste de ces questions, ancien acheteur public et élu local. Donc, triple casquette pour notre deuxième invité, ce qui fait que pour chacune des questions qu'on sera amené à se poser, les deux auront des visions peut-être un peu différentes, complémentaires, et seront capables d'apporter des éléments de réponse. Alors, bien sûr, vous aurez l'opportunité de poser des questions, comme d'habitude, hein, soit dans le fil de discussion. Alors oui, dans la partie discutée, donc où on passera des informations et où moi, pendant tout le webinaire, je serai alerte et je regarderai un petit peu quelles sont les questions que vous vous posez. Ou alors en levant la main pour que je vous donne la parole et que vous preniez la parole et que vous posiez votre question directement. Voilà, alors peut-être avant de démarrer cette discussion informelle entre nos auditeurs et puis nos invités, peut-être Stéphane, pouvez-vous nous rappeler la réglementation, nous faire en quelque sorte un état des lieux des obligations des acheteurs publics en termes de commandes publiques responsables, et de nous parler un peu de cette évolution, enfin de ces évolutions récentes. Je vous Bien laisse sûr, prendre le lead. bien sûr. Bonjour à tous, meilleurs vœux. On est toujours dans les temps. Donc oui, moi je vais brosser rapidement un état des lieux donc des développements législatifs et réglementaires, parce qu'en fait depuis maintenant quelques années, on a une accélération de l'intégration d'une réglementation qui a pour objectif de verdir entre guillemets l'achat public, et donc on a vraiment une multiplication des textes et des textes nouveaux qui sont eux-mêmes modifiés quasiment tous les mois, voire toutes les semaines, hein. On a parlé de la loi climat et résilience, on va en reparler, mais il faut savoir, je pense que vous avez déjà vu, depuis le 7 janvier, nous avons l'un des décrets d'application qui concerne la commande publique qui est en concertation, donc sur le site de la direction des affaires juridiques. Donc on en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Alors je vais vous partager rapidement une petite présentation.
en espérant que ça puisse fonctionner. Sinon, je l'ai de mon côté aussi, hein, Stéphane. Hop. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon, vous voyez? C'est parfait. Ouais. Donc, premier élément, finalement, qui est relativement récent. On a l'impression que c'est très, très ancien, mais finalement, le Code de la commande publique qui n'a que 2 ans, finalement, est déjà une première évolution vers l'intégration d'obligations des directives communautaires de 2014 et qui déjà a commencé à intégrer un certain nombre de dimensions liées à un achat public durable. Donc, bon, je vous rappelle, hein, l'entrée en vigueur 1er avril 2019, ça paraît encore une fois très très loin, et finalement c'est très proche. Donc cette volonté de codification et de simplification avec un objectif de créer une boîte à outils un peu générique sur l'ensemble du droit de la commande publique regroupé en un seul document. C'était vraiment une volonté depuis plusieurs décennies. Et finalement, on a abouti avec donc un certain nombre de simplifications. Je vais passer rapidement sur ces simplifications, donc notamment les techniques d'achat qui vont être précisées. On va avoir une meilleure définition des notions d'acheteur, d'autorité concédante, de notions d'opérateur économique, et notamment les rôles et responsabilités de chacun. On a également une volonté de simplifier le recours aux procédures avec négociation, donc vraiment une simplification du recours à ces procédures et une volonté de les rendre beaucoup plus utilisables. Ensuite, donc c'est une codification qui se veut à droit constant, mais en fait le droit constant, encore une fois, il évolue maintenant depuis plusieurs années très rapidement. Alors quelques nouveautés et notamment Enfin, l'intégration. on est bloqué Oui. sur le premier slide là. Je pense Ah, qu'il faut les faire pardon. passer. Ouais. Alors pourquoi il passe pas? Et je peux pas les faire passer à distance. Bon, ce qu'on va faire, c'est que oui, parce que je vous disais tout à l'heure, de temps en temps, j'ai des problèmes, et là, j'ai un problème. Donc, je vais arrêter le partage. Vous pouvez vous le partager ou pas? Moi, je peux le partager. Ouais, ok. Voilà. Ah, je pensais pouvoir le partager. Vous le voyez là? Oui, Donc là, il est en voilà. plein écran. OK. Oui. Donc, voilà, donc le slide voilà, 3, 4. Avec donc l'intégration d'un certain nombre de dispositions justement spécifiques aux problématiques donc liées à l'achat durable, donc que ce soit des obligations en termes d'intégration d'obligations en matière sociale, avec différentes intégrations de textes, notamment le décret du 24 décembre 2018 avec l'augmentation du taux des avances, la diminution du taux des retenues de garantie pour les PME, pour les marchés de l'État, des expérimentations, ça c'est très intéressant, l'expérimentation en matière d'achat innovant. D'abord pour une période de 3 ans. Bon, finalement, cette période a été renouvelée en fin d'année dernière, avec la possibilité de passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence, qui peut porter sur des travaux, fournitures ou services innovants d'un montant estimé inférieur à 100 000 euros. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant et qui finalement est très peu utilisé encore aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre d'imprécisions. On pourra en reparler. Ça peut être aussi un moyen et un vecteur permettant justement d'avoir des achats répondant aux impératifs de développement durable, avec donc également une volonté forte d'assurer une dématérialisation complète, donc un certain nombre de dispositions. Je passe rapidement, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Donc la slide 5. Les marchés réservés, donc très important, donc justement par rapport à la problématique, donc la dimension sociale de l'achat public, avec donc
une section spécifique du Code de la commande publique qui va favoriser, au moyen de l'emploi et du travail, l'insertion des personnes handicapées ou défavorisées dans la société, avec donc la possibilité, encore une fois, de réserver certains types de marchés et avec une finalité sociale. Donc là, on a vraiment une intégration, quelque chose qui existait auparavant, mais qui était plutôt flou. Dorénavant, on a une intégration dans le Code de la commande publique qui permet vraiment d'avoir une visibilité. Et on va avoir un renforcement avec les textes successifs qui vont suivre de cette possibilité de réserver certains marchés à certaines catégories d'entités. Donc le Code de la commande publique, c'est un outil de simplification, mais surtout, c'est un outil qui n'est plus véritablement simplement un outil permettant l'achat, donc la satisfaction d'un besoin d'achat. C'est également la prise en compte et la consécration de la prise en compte d'autres critères, notamment sociaux et environnementaux. Donc c'est vraiment le premier texte qui vient nous rappeler ces différentes exigences. Ensuite, on va avoir un certain nombre d'autres textes. Donc, j'ai volontairement pas présenté la loi AGEC, la loi Egalim. J'ai plutôt mis en exergue la loi ASAP, qui, à mon sens, illustre bien cette volonté de concilier à la fois l'économie et le développement durable. Donc, bien sûr, cette loi ASAP du 8 décembre 2020 intervient dans un contexte de crise sanitaire, avec une volonté première, la relance de l'économie, mais la relance de l'économie pas n'importe comment. Donc, cette loi prévoit un certain nombre de mesures commande publique. J'en ai cité un certain nombre. Donc, l'objectif affiché, c'est de faire de la commande publique un véritable outil au service de la transformation de l'économie par la transition écologique, l'amélioration de la compétitivité, la cohésion sociale et territoriale. On a vraiment un texte qui met véritablement en exergue ces objectifs. Là aussi, c'est vraiment une des premières fois qu'on a aussi clairement ces objectifs énoncés. Alors, donc bien sûr, l'une des principales mesures commande publique, c'est l'intégration de mesures dérogatoires. On voit bien, hein, on progresse par des mesures dérogatoires dans un premier temps et ensuite, ces mesures dérogatoires deviennent principes. Et notamment en cas de circonstances exceptionnelles, afin de permettre aux acheteurs ainsi qu'aux entreprises de surmonter les difficultés rencontrées pendant une crise, donc pas uniquement sanitaire. On va avoir des aménagements pratiques des obligations en termes de consultation, en termes de prolongation des contrats qui arrivent à échéance. On a bien vu ça pendant toute cette période, et on voit encore les effets de la crise sanitaire. Et donc vraiment un certain nombre de mesures dérogatoires qui permettent d'intégrer la problématique de la relance de l'économie, surtout d'éviter des difficultés pour l'économie. Slide suivant. Donc, un point très important, le recours au marché passé sans publicité et sans mise en concurrence pour un motif d'intérêt général. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Ce motif d'intérêt général pouvant être un motif de développement durable. Donc ça, cette notion-là va être très intéressante dans les mois, dans les années qui viennent. Elle est en cours de précision. Également, donc, des dispositions relatives aux entreprises en difficulté financière, notamment celles placées en redressement judiciaire, et une protection de ces entreprises dès lors qu'elles bénéficient d'un plan de redressement, et donc également l'interdiction aux autorités contractantes publiques de résilier un marché ou une concession au seul motif que l'opérateur est placé en redressement judiciaire. Donc, ce sont des dispositions qui existaient déjà dans le Code de commerce, mais qui, pour les acheteurs publics, n'étaient pas aussi clairement établies. Et puis également, une volonté à nouveau de trouver des possibilités d'accéder au marché pour les PME et les artisans, et donc notamment pour les marchés globaux, avec une obligation pour les acheteurs publics qui passent des marchés globaux de prévoir une part minimale confiée aux PME ou artisans.
Également, et je le disais tout à l'heure, un assouplissement du dispositif de réservation des marchés publics. On avait donc le Code de la commande publique qui avait mis en exergue ces possibilités de réservation. Dorénavant, on a une simplification, je ne vais pas entrer dans le détail, mais une simplification de la réservation des marchés publics pour des entités qui vont permettre donc les structures du secteur du travail protégé et adaptées, et également les structures de l'insertion par l'activité économique, de pouvoir bénéficier de marchés réservés dans une plus grande part qu'auparavant. Et puis également un point important qui est souvent utilisé comme un levier, donc qui est le rehaussement d'un certain nombre de seuils. Donc là, on a un seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence qui est élevé à 100 000 € pour les marchés de travaux uniquement. Ça, c'est un point important, pour les marchés de travaux uniquement. Là aussi, afin de faciliter la relance des travaux publics qui ont été impactés par la crise sanitaire et économique. Je pense qu'on pourra en reparler, l'utilisation des seuils pour relancer l'économie et notamment permettre l'absence de concurrence. Est-ce que c'est vraiment relancer l'économie ou est-ce que c'est relancer certaines entités concernées? On pourra peut-être en débattre. À côté donc pareil, on peut passer sur les seuils et computations. Ce que je voulais simplement vous dire par rapport aux seuils, c'est que c'est très souvent utilisé comme un levier, y compris pour les questions de développement durable. Il faut tout de même rappeler que ces seuils se calculent d'une manière qui, finalement, doit permettre d'accéder rapidement au seuil. 100 000 €, on pense que c'est très élevé, notamment dans des petites collectivités locales. Mais finalement, quand on regarde les dispositions de computation, les règles de computation des seuils dans le Code de la commande publique, on se rend compte que finalement, on va atteindre très rapidement ces seuils. Donc, ça, je pense que ça, c'est un point très important et un point qu'on pourra éventuellement réévoquer plus tard. Alors, on arrive à cette fameuse loi climat et résilience, du 22 août dernier, qui est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été publiée le 24 août 2021. On a plusieurs mesures commandes publiques et là, vraiment, on a une loi qui fait véritablement entrer les obligations environnementales et sociales dans le droit de la commande publique. Alors, il faut donc c'est vraiment une avancée très forte, qui nécessite tout de même un certain nombre de précisions. Donc, je vous rappelle quelques-uns des principes qui sont inclus dans cette loi et qui nécessitent des décrets d'application. Comme je vous le disais, un premier décret d'application est donc en cours de concertation là, jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que surtout que sa mise en œuvre, elle doit intervenir au plus tard en août 2026. Donc, ça veut dire qu'on va avoir collectivement, que ce soit les acteurs de la commande publique collectivement, vraiment du pain sur la planche pour pouvoir à la fois intégrer les principes qui sont énoncés et surtout les décliner, donc avec un certain nombre de décrets d'application qui sont nécessaires. Et puis, il y aura nécessairement des débats, de la jurisprudence dans l'intervalle et peut-être des modifications, puisque on voit que les textes fleurissent et surtout dans la période actuelle, il y a de grandes chances qu'on ait des textes qui viennent compléter, qui viennent amender, préciser les dispositions de la loi climat et résilience dans le domaine de la commande publique et bien sûr dans d'autres domaines. Outre les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence, donc les grands principes de l'achat public que l'on connaît depuis maintenant des années, on a l'intégration dorénavant d'un principe nouveau qui est donc à côté de ces trois principes, liberté, égalité, publicité, on a donc la commande publique qui dorénavant doit participer à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Donc vraiment, on fait du développement durable l'un des grands principes que doit rechercher l'achat public. Donc c'est vraiment une révolution de ce point de vue-là. Et donc ces objectifs doivent être déclinés et sont déclinés, commencent à être déclinés dans la loi et seront précisés par les décrets. Donc désormais, l'acheteur va à l'obligation de choisir au moins un critère environnemental pour le choix des offres.
Donc cette disposition, elle doit entrer en vigueur au plus tard 5 ans après la promulgation de la loi. Aujourd'hui, dans le premier décret d'application, cette disposition ne figure pas. Également, les spécifications techniques, donc le cahier des charges devra prendre en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Donc c'est la déclinaison du grand principe que j'énonçais précédemment. Là aussi, le décret d'application n'est pas encore pris. C'est une disposition qui entrera également en vigueur au plus tard le 23 août 2026, encore une fois, sous réserve de la prise du décret d'application. Slide suivante. Pour permettre l'atteinte d'objectifs socio-environnementaux, plusieurs dispositions. Donc, l'acheteur doit intégrer des considérations environnementales dans les conditions d'exécution du contrat. Donc là aussi, une nouveauté, on parlait beaucoup de conditions de passation, de règles de passation. Dorénavant, on développe davantage la nécessité d'intégrer des considérations environnementales dans les conditions d'exécution du contrat, donc au niveau de l'exécution. Bien sûr, il sera toujours possible pour l'acheteur de prendre en compte d'autres considérations relatives notamment, et par exemple, à l'économie, l'innovation, le domaine social, l'emploi. Ça vient en plus, ces considérations environnementales. Également, l'acheteur devra intégrer des considérations sociales, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans les conditions d'exécution du contrat. On avait déjà une première avancée avec les nouveaux CCAG. Là, on a vraiment une volonté d'aller au-delà. Et là aussi, on aura des décrets d'application sûrement qui viendront préciser ces dispositions et surtout comment mettre en œuvre ces dispositions. Également, la possibilité d'exclure de la procédure de passation d'un marché des entreprises qui ne respecteront pas les obligations en matière de devoir de vigilance en termes de risque. Donc ça, c'est vraiment donc c'est une disposition qui était venue et qui avait été intégrée dans le Code de commerce, qui dorénavant, si elle n'est pas respectée, pourra permettre l'exclusion de la procédure de passation. Et ça, par contre, cette disposition-là entrera en vigueur, enfin, si le projet de décret intègre d'emblée, le projet de décret en cours de concertation intègre cette disposition. Donc on est bien avant le 23 août 2026. Donc là, on voit qu'il y a une volonté d'introduire rapidement cette disposition dans le droit positif. Et donc, à compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés au bas carbone devra intervenir dans au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions qui relèvent de la commande publique. Et là aussi, un décret en précisera les modalités, mais on a quand même une possibilité d'avoir un décret un peu tardif. Donc, la consultation lancée par l'ADA, je vous invite à les regarder et à vous exprimer donc sur ce décret d'application, le premier décret d'application commande publique de la loi climat et résilience. Et donc, cette consultation est en cours jusqu'au 27 janvier prochain. Je vous parlais des CCAG. Donc, depuis le 21 avril 2021, vous savez que nous avons des nouveaux CCAG qui sont entrés en vigueur avec une consécration d'une pratique qui était déjà établie, mais on a vraiment une consécration forte, l'insertion sociale, et surtout, il faut bien voir que ces CCAG sont très, très utilisés, notamment par les plus petites entités publiques. Et donc c'est cette insertion de la clause d'insertion sociale dans l'ensemble des CCAG va permettre vraiment de multiplier l'insertion dans les contrats de cette clause d'insertion sociale. Alors, vous allez me dire, très bien, les CCAG sont des conditions générales d'achat, il va falloir tout de même décliner ces dispositions, mais c'est déjà un premier pas qui, bien sûr, il faudra développer et surtout l'adapter aux différents contrats. Donc là, on a une clause clé en main pour les acheteurs, mais comme souvent dans les CCAG, quelquefois, on a la nécessité de venir préciser un certain nombre de choses, parce qu'encore une fois, les CCAG ne sont que des conditions générales, donc qui doivent être adaptées aux conditions particulières. Slide suivante. La question également, donc, je vous ai dit que je n'allais pas vous parler de la loi Egalim, mais bon, un petit peu. Les circuits courts, le locavorisme, et la commande publique. Donc tout le monde sait qu'on a l'interdiction d'attribuer des marchés sur la base d'un critère de préférence locale. Tout le monde sait, notamment les élus locaux. On a aujourd'hui de nouveaux leviers qui sont apparus
permettant de mettre en avant, alors bien sûr pas le critère de préférence locale, mais de mettre en avant, notamment du fait du développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, de pouvoir intégrer donc une dimension locale, de développement local, donc avec une finalité de développement économique local, social, environnemental, avec donc la prise en compte du circuit de fourniture et non de l'implantation géographique du producteur, bien sûr. On a la possibilité donc de favoriser, entre guillemets, donc des producteurs locaux. Il est également possible aujourd'hui pour l'acheteur de prendre en compte la part de produits frais que le soumissionnaire va s'engager à acquérir dans le cadre de l'exécution du marché. Donc là aussi, on a la proximité qui va être important et surtout un levier très très important, la rapidité d'intervention d'un prestataire ou sa disponibilité qui peut être mise en avant. Et donc on voit bien que par ce levier, forcément, la proximité va faire que forcément le local aura les plus grandes chances d'obtenir les contrats et les marchés. Donc avec une possibilité donc de faire jouer ce rôle de levier de développement économique local que souhaitent mettre en œuvre les législateurs successifs et notamment et également l'Union européenne. Bien sûr, ces critères doivent être, ces critères doivent être justifiés au regard de l'objet du marché. C'est vraiment, et ça, il faut vraiment conserver ça à l'esprit, ou de la nature des prestations attendues. Il ne faut vraiment pas qu'on ait de déconnexion. Donc, bon, ça se fait très bien, mais il faut faire quand même attention, puisqu'il y a un risque juridique d'annulation de procédure si on n'y prend pas garde. Et puis également, le recours au label dans les spécifications techniques, notamment les labels qui peuvent être des écolabels, des labels locaux, de garantie de produits et de production, notamment ceux ayant trait aux spécialités traditionnelles garanties, vont nous permettre d'avoir recours à de l'achat de proximité et qui va permettre de promouvoir les circuits courts. Et donc, il y a une vertu forcément environnementale. Voilà. Et puis, dernier point, mais je vais passer rapidement, les dispositifs de lutte contre le travail dissimulé qui sont intégrés dans les réglementations successives, donc Code de la commande publique, Code du travail, là aussi, ont un objectif de vertu sur le plan social et donc mettent à la charge des acheteurs publics des obligations de vérification assez fortes, de plus en plus fortes, qui ont une finalité, encore une fois, de faire en sorte de lutter contre des déviances dans le domaine social et donc de faire en sorte de protéger l'achat public de comportements déviants sur le plan social. Voilà, donc un panorama rapide, très rapide de la réglementation de l'achat durable au sens générique du terme. Et là, encore une fois, donc vraiment des textes qui évoluent. On voit les textes depuis à peu près 4 ans se multiplient et on n'est vraiment pas à la fin de l'évolution des textes. Certains décrets sont en cours d'élaboration et puis va se poser vraiment la question de l'application de ces dispositions. Je rallume mon micro. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Il y a déjà des personnes qui me demandent si je peux diffuser les slides ou pas, donc on en parlera. Si c'est possible de les diffuser, je les mettrai en ligne sur le site de la chaire. Si ce n'est pas possible, ils n'y seront pas, donc on en discutera ensuite ensemble. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Donc en t'écoutant, je repensais à quelques cours que je donne sur la commande publique en tant qu'économiste et pas en tant que juriste, et où j'ai l'habitude généralement de conclure avec un dessin de Superman qui représente l'acheteur public qui doit intégrer toutes ces contraintes qui évoluent, toutes ces choses qui sont assez complexes et qui doit respecter toutes les règles pour éviter toutes les insécurités juridiques qui en découlent. Donc, du coup, je suis très intéressé, je me tourne vers Jérôme, d'avoir sa réaction et de voir en tant qu'acheteur public ce qu'il en pense et la mise en pratique en tant qu'acheteur. Est-ce qu'elle est si simple que ça et est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle que de voir arriver ces nouvelles règles ou pas?
Merci Stéphane, merci déjà pour l'invitation. Je vais essayer de répondre au travers des deux casquettes que j'ai. Ce n'est pas forcément la même réponse en fonction de la casquette que je peux mettre, mais je vais faire l'exercice pour l'intérêt du débat de cloisonner. Bon, déjà, en tant que bailleur, donc bailleur social, donc en tant que bailleur qui a un peu plus de 20 000 et quelques logements, forcément, la loi climat et autres nouveautés impactent forcément notre manière de nous remettre en question, en prenant simplement l'exemple des impératifs, alors qu'on accueille très favorablement, hein, parce que l'ambition souhaitée est vertueuse, donc forcément on l'accueille très favorablement, sauf qu'en termes de concrétisation pour nous derrière, les enjeux sont très forts. Simplement pour prendre l'exemple de l'amélioration des performances énergétiques d'année en année jusqu'à 2034, en neutralisant au fur et à mesure, en améliorant les classes énergétiques. Rien que ça, ça oblige forcément à se prendre par la main et au-delà d'aller chercher les financements et des montages financiers, mais qui ne sont pas l'objet de ce débat-là, ça oblige à lancer un certain nombre de marchés, de mobiliser un certain nombre d'acteurs. En ce sens, je pense que ça va dans ce que souhaite le gouvernement, ça contribue à la relance économique. Je pense que ça peut cocher la case. Néanmoins, ça pose la question après de la capacité dans le tissu local, même s'il n'y a pas forcément de préférence locale dans les marchés, ça pose la question de la réceptivité possible pour les acteurs à pouvoir y répondre. Mais on va y revenir. Au niveau de la centrale d'achat nationale que je préside, qui représente environ 500 acheteurs sur l'ensemble des départements français, l'accueil des conséquences de ce nouvel arsenal de loi climat et autres nouveautés aussi est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'on fonctionne par des accords cadres et qui sont rédigés de manière commune pour l'ensemble des acheteurs. Et en tant que centrale d'achat, on est chargé de la passation du marché et pas de l'exécution. Donc ça pose la question du bon choix des clauses et des critères qu'il faut parfaitement expliciter de manière concrète quand on lance les marchés et de définir précisément ce qu'on veut rechercher comme performance dans l'acte d'achat. Et donc ça, c'est un vrai sujet pour nous, parce que pour pouvoir correctement l'évaluer derrière en termes d'exécution, ça pose la question de ce que l'on a derrière la tête quand on lance les marchés initiaux. Donc après, moi, quelles que soient les casquettes, pour apporter un peu d'éléments au débat dans la concrétisation de tous les jours, il y a deux sujets qui me viennent en tête immédiatement. Le premier, c'est la question de est-ce que les opérateurs économiques derrière auront des chances un peu équitables dans le libre accès à la commande publique. J'en reviens même aux fondamentaux des marchés publics. Est-ce que tous les opérateurs derrière sont armés de la même manière pour répondre favorablement à des critères complémentaires qu'on rajoute? Je vais prendre des exemples très simples pour illustrer ce que je dis là. Dans le cas j'en ai ma casquette de bailleur, quand on recherche des plombiers pour venir changer des chaudières sur des territoires un peu plus éloignés, notre enjeu, ce n'est pas la rédaction parfaite du marché, même si jamais on s'y attelle pour être parfaitement respectueux des marchés publics. Notre enjeu, c'est de ne pas avoir une infructuosité à notre marché, d'avoir un vrai plombier qui postule. Et donc, le sujet pour nous qui est vraiment important, c'est de faire en sorte que l'ensemble du tissu local derrière suive le rythme, si je puis dire, de ce qui va peser sur l'alourdissement des marchés qu'on met en place. Et le deuxième point qui forcément me vient en tête, pour apporter un peu au débat, c'est vis-à-vis des acheteurs, cette fois-ci, parce que je parlais des entreprises d'un côté, mais maintenant c'est les acheteurs. Est-ce que tous les acheteurs en France sont de la même manière prêts et armés pour intégrer ces évolutions? Et là encore, je prends un exemple. Lorsqu'à un moment donné, sur des sujets, je ne sais pas, d'achat de producteurs, on veut intégrer des critères de garantie de la rémunération équitable, ça pose la question quand même de l'intégration de l'éthique dans l'acte d'achat, qui n'était pas forcément un sujet courant dans les critères qu'on utilisait. Ça oblige l'acheteur à se positionner pour estimer ce qui est juste ou pas juste
dans l'équation qu'il va mettre en place pour juger de la meilleure offre. Et donc, je soulève le débat de savoir est-ce qu'à ce jour, en France, tous les acheteurs publics sont au même niveau et armés de la même manière pour concevoir, analyser et suivre des marchés avec un ensemble de critères qui s'alourdissent. Je n'ai pas la réponse, je soulève le débat. Alors, ça me fait penser sur première réaction comme ça. Je regarde si je ne suis pas en mute. Non, je ne suis pas en mute. Ça me fait penser, c'était une des premières questions que j'avais, c'était les difficultés d'implémentation, notamment le suivi. Alors, il y a à la fois le choix des critères et être très clair sur la performance et ce qu'on recherche dans l'acte d'achat, comme vous le disiez, mais il y a aussi le suivi des performances en phase d'exécution des contrats. Et il y a une vraie question qui est lié aussi, comme vous le disiez, au fait que les acheteurs peuvent avoir des niveaux de compétences et des moyens qui sont différents les uns des autres. Ça pose la question de savoir si les acheteurs ont vraiment les moyens de vérifier les performances dans l'exécution des contrats et des indicateurs qu'ils mettent en place pour ça. En amont. Le risque derrière tout ça, c'est de se donner bonne conscience en étant parfaitement respectueux de la loi, en rédigeant des documents le plus parfait possible. Mais il ne faudrait pas en arriver à avoir des écrans de fumée pour se donner bonne conscience et que dans la réalité derrière opérationnelle, il n'y ait pas vraiment de suivi dans l'exécution parce que c'était juste pour cocher des cases à un instant T. Pire que ça, il ne faudrait pas que ça empêche certaines entreprises justement d'accéder à la commande publique. Mais concrètement, ça veut dire qu'on a une alternative qui est de soit passer des marchés avec des indicateurs qui sont finalement assez simples pour les suivre assez simplement, sans trop de difficultés, mais qui ne représentent pas forcément ce qu'on cherche à maximiser, soit de réfléchir précisément aux indicateurs de manière à avoir des indicateurs qui mesurent réellement ce qu'on cherche à maximiser, mais qu'on ne soit pas forcément capable de les suivre ex post. Donc, dans les deux cas, on est embêté. C'est exactement ça. C'est la limite que je vois à l'exercice, qui n'est pas insurmontable, mais c'est les limites qu'il vaut mieux se dire d'entrée de jeu au moment où les choses sont rédigées, votées et discutées entre tous. Mais alors, dans ce cas-là, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est est-ce qu'on n'a pas déjà des retours d'expérience sur ça? Parce que ça fait déjà un petit moment qu'on a la possibilité d'inclure des clauses d'insertion sociale, par exemple. Mais ça, même ça, à mon avis, ce n'est pas si simple de suivre en phase d'exécution les résultats. Mais ça fait déjà un petit moment qu'on peut avoir des critères sociaux, environnementaux et qu'on est censé les suivre ensuite. Donc, on doit avoir un petit retour d'expérience sur le fait que c'est effectivement fait ou pas. Et deuxièmement, ça pose la question de savoir si l'acheteur public n'aurait pas besoin d'aide. Alors cette fois-ci peut-être plus centralisé avec des contrats types ou un ensemble de critères utilisables et facilement vérifiables en cours d'exécution. Et peut-être que ça existe déjà d'ailleurs et que je ne le sais pas. Peut-être que GB2A peut apporter la réponse. Est-ce qu'il existe des clausiers ou des aides qui peuvent exister pour accompagner les acheteurs? Alors oui, donc peut-être répondre à la première question qui est finalement l'utilisation et est-ce que il y a une utilisation et surtout l'utilisation est-elle sécurisée? Alors, il y a une utilisation, alors ça va dépendre des typologies d'acheteurs, hein, comme vous le disiez, forcément, il y a des compétences, il y a des secteurs où il va y avoir davantage une intégration. Alors, moi, je vais prendre mon autre casquette d'ancien responsable des achats d'un grand établissement public national qui travaille dans le nucléaire. Forcément, l'environnement, on en parle même avant l'intégration de dispositions dans le Code de la commande publique, notamment tout ce qui est lié à la sûreté nucléaire. Et donc, on voit bien qu'il y a donc l'intégration, pour rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, l'intégration de dispositions qui doivent permettre de protéger, notamment de respecter des objectifs en matière de sûreté nucléaire, qui est donc la protection de l'environnement, a entraîné sur ce secteur un certain nombre de difficultés d'accès au marché. Bon, vous avez suivi, voilà, on en reparlait encore récemment, certaines installations qui mettent du temps à voir le jour. C'est lié aussi à ces problématiques donc de compétences et d'accès aux différents marchés. Donc ça c'est le premier point. Il y a également c'est pas parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui arrive avec des objectifs nationaux, voire européens, on dépasse le cadre national, que finalement les acheteurs vont utiliser. Et en fait, la logique d'emblée, quand il y a quelque chose de nouveau, on attend que les autres fassent et mettent en œuvre. Et on voit comment ça se passe. Ça, c'est vrai dans tous les métiers. Et c'est particulièrement vrai dans l'achat public. Et finalement, on se rend compte que
il y a globalement peu d'utilisation finalement de ces critères environnementaux. L'insertion sociale, c'est davantage entré, mais avec des grandes difficultés pour suivre la réalité. Et comme le disait Jérôme tout à l'heure, c'est finalement, souvent, on coche des cases. Il y a des gens qui cochent des cases sans véritablement en voir les conséquences, notamment sur l'exécution. Sachant que, pour rebondir sur les questions de l'exécution, le management du contrat public, le management de l'exécution, en fait, on parlait de compétences, on a vraiment une déficience de compétences dans ce domaine-là, de manière générale. On est plutôt très armé et de plus en plus armé sur la passation, mais sur l'exécution, finalement, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, finalement, on est dans une situation où on doit intégrer, on doit anticiper des choses sur les conditions d'exécution, et finalement, on ne sait pas comment on va les mesurer. Or, vous le savez, hein, il n'y aura pas d'obligation s'il n'y a pas de sanction, s'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Et donc, on est vraiment dans le vœu pieux. Alors, par contre, ça entraîne quand même du contentieux. Donc ça, c'est un point important, c'est qu'en termes de sécurisation, et c'est aussi la raison pour laquelle on a des acheteurs qui sont quand même assez frileux d'utiliser des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a pas mal de contentieux en référé précontractuel, justement, sur le respect de ces dispositions au niveau des critères. Également, par rapport à la problématique des avenants, on a pas mal de jurisprudence sur ces questions-là, qui sont liées justement à des modifications des conditions sociales, des conditions environnementales. Et donc, ça contribue de la frilosité. Il va falloir vraiment une volonté forte, indépendamment d'avoir des textes, une volonté forte d'accompagner l'utilisation. C'est le gros écueil qu'on a en France. Alors, ce n'est pas qu'en France, hein, on retrouve un peu. Alors, il y a certains pays d'Europe qui sont un peu plus avancés que nous. Vraiment une volonté de créer un accompagnement. Aujourd'hui, il y a une multitude de guides qui existent. Vous allez sur. Il y a beaucoup de guides partout. Mais finalement, des guides pratiques, il y en a très peu, de vrais guides pratiques. Et donc, on a des discussions assez souvent avec notamment le Minefi, avec voilà, des grands donneurs d'ordre. Il y a vraiment une nécessité d'accompagner davantage. Alors, peut-être avec des dispositions générales, du style des closiers, mais vous voyez bien, les CCAG, ce sont des closiers en fait. Hein, CCAG. Mais est-ce que réellement les utilisateurs comprennent, maîtrisent les CCAG? Pas partout. C'est loin d'être le cas partout. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir un accompagnement. Donc, les centrales d'achat, c'est un centrale d'achat, mais centrales d'achat qui doivent aussi avoir un rôle dans l'exécution, je pense. Ça, on pourra en débattre. Et puis également, avoir un accompagnement de proximité, donc avec vraiment des pôles d'accompagnement locaux, hein, parce que finalement, on voit bien que quand même l'essentiel se fait en local. Hein, les achats se font vraiment en local. Et donc, il y a vraiment une nécessité d'avoir un accompagnement pour la mise en œuvre de ces dispositions, indépendamment de l'aspect réglementaire. Voilà. Je peux peut-être ajouter, alors à l'inverse, cette fois-ci, c'est pour aller dans le sens de ce que les acheteurs nous demandent en tant que centrale d'achat, cette fois-ci. On voit apparaître de plus en plus de la demande sur les sujets de performance énergétique. Et ils sont soucieux, il n'y a pas de débat sur ça, les acheteurs sont soucieux d'avoir la meilleure performance possible quand ils font usage des données publiques et qu'ils veulent acheter. Le débat n'est pas là-dessus. On voit apparaître des demandes pour qu'on mette à disposition désormais sur notre centrale d'achat, dans les accords cadres, des contrats de performance énergétique avec des choses très précises, très, très concrètes pour eux. C'est-à-dire, je choisis, j'ai un bâtiment, je donne la surface qu'il fait, combien ça me coûte de faire passer ce bâtiment au mètre carré de la note F à la note B. Et après, derrière, en gros, leur faciliter la vie, c'est le rôle que moi j'y vois en tout cas d'une centrale d'achat, pour justement suivre au mieux et au plus près la performance. Et là, pour le coup, par des choix tels que je viens de le citer là, c'est un exemple parmi d'autres, c'est notre manière de contribuer à faire en sorte que l'exécution soit la plus efficace possible. C'était pour donner également une autre vision de ce que les centrales d'achat peuvent apporter pour aller dans le sens du législateur et de l'accompagnement des acheteurs, avec l'exemple des contrats de performance énergétique. Mais je pense qu'il est applicable également sur d'autres sujets. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, pour savoir ce que représente la rédaction de contrats de performance énergétique, et GB2A pourra compléter s'ils le veulent, ils sont bien placés à ce sujet. C'est des sujets un petit peu compliqués quand même, dont la rédaction doit être fine et posée. Là encore, si jamais une mairie
un peu isolée sans que ce soit péjoratif, mais une petite mairie qui ne dispose peut-être pas forcément d'un DST ou d'un acheteur public en interne dont c'est le métier à part entière, se retrouve confrontée de toute façon aux mêmes obligations qu'ailleurs. Je ne suis pas certain qu'elle soit dotée des moyens humains ni même financiers pour accéder à ce niveau de finesse nécessaire pour avoir cette qualité d'achat. Évidemment, en disant ça, ça prêche pour les groupements de commandes, mais je suis un pro-mutualisation. Mais néanmoins, je suis convaincu de ce que je dis. Il y a certains acheteurs publics qui seuls vont peut-être avoir du mal. Donc concrètement, il y a une augmentation du réglementaire, il y a une baisse potentielle de la concurrence à court terme. Alors ensuite, à moyen terme, long terme, peut-être que vos partenaires peuvent s'adapter, se mettre à niveau, etc. Peut-être même qu'avec du sourcing, on peut avoir de nouveaux partenaires, créer de la concurrence nouvelle. Mais à court terme, il y a quand même une baisse de la concurrence. Il y a une augmentation des coûts d'exécution, de rédaction et d'exécution, de suivi, se mettre en mode projet, être capable de suivre les indicateurs, etc., qui de toute façon est amené à rester. Au final, il y a probablement un surcoût pour la commande publique. Oui. Peut-être qu'il y a des gains aussi que je ne vois pas, hein, qui peuvent compenser ce surcoût. Enfin, ça, on pourra en discuter. Je ne vois pas très bien. Peut-être que ça peut créer plus de concurrence parce que justement certaines entreprises qui ne répondaient pas jusqu'à maintenant, en sachant très bien qu'en se focalisant que sur le critère prix, par exemple, elles n'avaient que très peu de chance, mais que dès lors qu'on a d'autres critères, elles entrent dans le jeu, ça augmente le niveau de concurrence et peut-être que ça baisse le prix final sur des marchés où il peut y avoir des cartels ou des ententes entre gros concurrents qui se partageaient les marchés. Donc au final, il y a potentiellement un surcoût, mais ce n'est pas totalement sûr. Et il y a aussi, on ne l'a pas encore évoqué, même si Stéphane l'a évoqué un peu dans sa présentation à demi-mot sans dire le mot, il y a aussi des risques de favoritisme, puisqu'on augmente la marge discrétionnaire de l'acheteur en augmentant le nombre de critères avec des critères qualitatifs qui forcément laissent une place à l'interprétation et à la capacité de l'acheteur en amont de choisir les bons critères qui vont bien avec celui avec qui il a envie de contracter et une fois et en aval, encore une fois, ce sont des critères qualitatifs où on a de l'interprétation. C'est une bonne vision des choses. Ça semble vouloir dire quand même qu'à court terme, il y a beaucoup d'inconvénients et de risques. Stéphane, vous voulez répondre peut-être ? Oui, mais si vous le souhaitez. Par rapport, après, si vous souhaitez, voilà, peut-être par rapport au surcoût, hein, et finalement, là aussi, on a des petits retours d'expérience dans le domaine du nucléaire, hein, avec donc des objectifs, encore une fois, qui sont vraiment des objectifs de respect de l'environnement et très très tôt, hein, dans le domaine du nucléaire. Quand vous achetez les mêmes produits dans le secteur nucléaire que dans des travaux, par exemple, vous avez des surcoûts. On avait fait des analyses, hein. Vous êtes entre 20 et 50% plus cher dans ce domaine-là. Donc, le surcoût pour la commande pour les budgets publics, il est indéniable, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, donc ça, c'est vraiment en première analyse. Comme vous le disiez, les opérateurs économiques, à un moment donné, s'ils veulent accéder au marché, ils vont monter en compétences, ils vont monter, et donc il va y avoir des optimisations, ce qui va permettre d'avoir, donc on l'a constaté, hein, d'avoir un alignement. Alors on a quand même des prix de marché qui sont supérieurs, mais on a quand même un alignement. Et donc on monte en compétences. Pour en revenir aux gains qu'on évoquait, et notamment on a parlé de performance énergétique, au niveau des budgets globaux publics, l'objectif, quand on va être vertueux du point de vue notamment environnemental, on va notamment faire des économies d'énergie, on va faire des économies dans d'autres domaines qui font qu'à un moment, on parlait tout à l'heure de circuits courts, de faire en sorte de développer l'absence de transport. Et donc finalement, je pense, mais ça, bon, il faudrait faire une analyse sérieuse, hein, sur le plan économique, mais je pense que finalement, on devrait globalement compenser en fait les surcoûts. Mais bon, il faut vraiment faire une analyse sur le long terme et puis dans différents types de secteurs. Voilà, donc c'était mes commentaires. Je vous laisse la parole, Jérôme. Non, mais je suis parfaitement en phase avec ce que vous avez dit. Je pense qu'effectivement, à court terme, ça rajoute forcément, ça surenchérit un petit peu le coût pour l'acheteur de ce qu'il a commandé. Mais je pense qu'il faut avoir une vision en coût global
Parce que derrière, quand on parle par exemple de l'environnement et de l'énergie que j'avais commencé à aborder tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'il y a la notion également de C2E, il y a également la question d'accompagnement où on peut aller encore plus loin dans l'acte d'achat et justement dans la vision globale, faire en sorte que ce coût financier à l'instant T soit compensé de manière intelligente dans la prestation elle-même que l'acheteur a rédigée. Je ne sais pas si je suis bien clair quand je m'exprime, mais je pense qu'au final, les acheteurs peuvent y trouver leur compte. À titre personnel, moi, je suis très intéressé par ce qui est en train de se passer, par cette volonté européenne, parce qu'elle n'est pas spécialement française, c'est européenne, d'être bienveillante, vertueuse et de se donner les moyens, quitte à être très sévère si jamais on ne se met pas en ordre de marche. Je suis attentif à la manière dont c'est mis en place pour pas que ça repose sur des injonctions qui ne seraient pas réalisables. Mais au final, je suis très preneur de ce souhait-là. Et je pense que le secret va résider dans la manière à y voir très clair sur la manière de se mettre en place pour les rédiger. Donc, c'est les fameuses clauses dont on parlait tout à l'heure, les fameux critères, la manière d'y voir clair. Mais je suis très sceptique sur la capacité pour chaque acheteur partout en France de pouvoir avoir cette vision très éclairée, cette capacité justement à parler du fameux coût global et d'intégrer lui-même de manière légale et écrite convenablement dans les marchés pour intégrer par exemple des C2E sur quelque chose de courant qu'il ferait tous les jours. Donc c'est cette limite-là que j'y vois. De la même manière, je suis assez confiant sur le fait que les entreprises ont envie de travailler et sauront se donner les moyens de pouvoir lire un marché et se structurer pour. Il n'y a pas de toute façon beaucoup de solutions pour tous ensemble arriver à être plus vertueux. Donc c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment. Je pense que la mutualisation est une des solutions, ce n'est pas la seule, hein, loin de là, est une des solutions, mais qu'on est à un vrai virage en ce moment de la commande publique. Je ne sais pas d'ailleurs si la commande publique est vraiment le seul acteur qui doit jouer un rôle moteur dans tout ça. Parce que vous rappeliez, Stéphane, associé, le premier Stéphane, vous rappeliez le poids que pèse la commande publique. Faut-il que la pression la plus forte soit mise uniquement sur les acteurs, sur les acheteurs publics en France? Oui, ça c'est ma dernière question où je vais être un peu provoquant, mais il me reste, en fait, j'ai encore deux petites questions à vous poser, puis ensuite j'ouvrirai à la salle à ceux qui sont connectés. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez déjà lever la main ou commencer à les mettre dans la partie chat, hein. Ça me fait penser cette discussion au fait que on peut parler de véritable révolution qui d'ailleurs a sûrement, peut-être que je me trompe, mais a sûrement été impulsée au niveau européen avec les nouvelles directives, enfin les nouvelles et puis les précédentes aussi, qui poussaient vers plus d'intégration d'objectifs sociaux, environnementaux et quelque part, notamment les dernières directives, vers plus de discrétion de l'acheteur public, puisqu'il y a à la fois la négociation, mais aussi la possibilité d'incorporer ces critères, même s'ils doivent être reliés à l'objet du contrat. Mais ça laisse plus de discrétion à l'acheteur public. C'est compensé, en tout cas théoriquement, par plus de transparence, puisqu'il y a ces risques de favoritisme, de corruption, et donc il y a besoin de transparence, notamment sur les renégociations, les modifications de contrats. C'est d'ailleurs aussi sur cette voie-là que va l'Angleterre aujourd'hui. C'est assez intéressant de voir que les Anglais sont en train de réfléchir à comment profiter de la sortie de l'euro, c'est comme ça qu'ils le présentent, hein, retrouver les mains libres sur la commande publique et donc remettre en place des règles simples et efficaces. Et c'est assez rigolo quand on lit le livre vert de voir qu'en réalité c'est au moins aussi complexe que les règles européennes et surtout qu'ils vont exactement dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a une très grande marge de manœuvre pour les acheteurs publics, mais qui cherchent à être compensés quelque part par plus de transparence pour qu'il y ait plus de contrôle. Donc du coup, ma question, une des questions que j'ai en tête, et ça les économistes ont beaucoup travaillé dessus, ils vont plutôt dans ce sens-là, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu provoquant et est-ce que je ne pourrais pas vous poser la question de savoir si finalement les acheteurs publics ne voudraient pas avoir plus de discrétion que ce qu'ils ont jusqu'à maintenant
qu'on arrête de parler de critères qui doivent être reliés directement à l'objet du contrat, de seuil, mais leur laisser plus de discrétion en échange de plus de transparence, notamment laisser la possibilité aux acheteurs publics peut-être de s'engager sur le long terme avec leurs partenaires. Ça veut dire signer des contrats de court terme, mais qu'on soit très clair sur le fait que si ça se passe bien et qu'on est plutôt satisfait et que la performance est au bout, même si on a du mal à la mesurer et à l'expliciter, mais si on considère que ça s'est bien passé et que visiblement, lors des renégociations, des modifications de contrat, il y a eu une vraie collaboration, que l'acheteur public puisse, de manière crédible, s'engager sur le fait que probablement, on sera capable de renouveler le contrat avec le même partenaire. Alors évidemment, ça ouvre la voie à la corruption, au favoritisme, à des tas de choses dont on n'a pas trop envie d'entendre. Mais si c'était compensé par plus de transparence, plus de données publiques, des indicateurs de performance, de suivi, etc., comment vous voyez les choses, vous? Ça serait plutôt un danger ou un risque, enfin, ou un danger ou plutôt quelque chose de bien? Moi, je peux répondre en tant que praticien, mais je laisserai GB2A se prononcer en tant que juriste, avocat expert sur ce sujet-là. En tant que praticien de toutes les équipes d'acheteurs publics que j'ai en interne, il y a une idée reçue que peut-être les personnes qui nous font notre métier pourraient avoir, qui serait de dire les acheteurs publics veulent en permanence tenter de frauder, recherchent plus de latitude et tout ça. Mais moi, tous les acheteurs publics que j'ai connus sont tous des gens extrêmement rigoureux, très pointilleux et au contraire qui recherchent de faire du mieux possible. En ce sens-là, ils sont très preneurs justement de guides, de cadres, mais très concrets. Donc, je ne suis pas certain qu'ils accueillent favorablement le fait d'être complètement libres. Parce que comme j'ai pu le lire dans les commentaires, effectivement, ils vont avoir une crainte permanente des tribunaux administratifs derrière et des contentieux. Ils préféreront, en tout cas pour ceux que je connais, ils préféreront avoir quelque chose de plus cadré au départ pour se prémunir de tout risque juridique derrière, qui est source d'ailleurs de perte de temps, d'argent et qui n'est pas pleinement efficace au sens de la bonne dépense en coût global également. Donc, je ne sais pas si jamais il y a une quête de la part des acheteurs sur une liberté plus grande. Je pense que on a les armes qu'il faut avec le code de la commande publique. Il faut veiller à ce que ça aille pas trop loin dans des exigences qui seraient irréalistes. Mais je ne sais pas si jamais, pour ma part, ceux que je connais, je ne suis pas certain qu'ils veuillent aller en arrière sur moins de règles. Voilà pour la réponse praticien. Qu'en pense le juriste? Lui, il est pour les règles. Le juriste, il a plusieurs casquettes. Donc, une plus grande liberté, ça impose une plus grande responsabilité. Et comme le disait Jérôme, quand on regarde les praticiens, si on leur dit, bon, tu as une plus grande liberté, on le voit bien quand on a voulu rehausser les seuils, quand on voit, il y a un moment donné, on retourne vers une volonté d'avoir un cadre. Alors, est-ce que ce cadre doit être plus souple, plus compris, parce qu'on voit bien, alors il y a les praticiens, les acheteurs publics, et puis il y a aussi les gens qui ont les besoins, parce que finalement, quelquefois, ça va être différent. Les gens qui ont les besoins, eux, ils veulent se faire satisfaire le besoin le plus rapidement possible. Éventuellement, on parlait de favoritisme, mais ce n'est pas vraiment du favoritisme, c'est voilà, ça s'est bien passé, je veux travailler, continuer à travailler avec lui. Je pense que, encore une fois, il y a peut-être il y a un travail à faire justement pour faire en sorte que ce binôme, acheteur-prescripteur, pour faire simple, comprenne davantage le cadre, pour ensuite éventuellement faire en sorte qu'on puisse donner une plus grande liberté. Mais encore une fois, plus grande liberté, ce n'est pas simplement rehausser des seuils. Vraiment, j'en parlais tout à l'heure, le seuil, on pourrait supprimer le seuil. Le seuil, il n'est pas pertinent, d'autant plus qu'il n'est pas respecté le plus souvent. On voit bien la façon de computer les seuils. Si on devait faire des contrôles systématiques, on aurait une multiplication des recours. Mais vraiment, je pense que la liberté, pourquoi pas, mais une liberté avec un cadre suffisant, nécessaire et suffisant, parce que c'est vrai que on le voit bien, la thématique de ce soir, on voit bien qu'on a de plus en plus d'exigences, de plus en plus de contraintes, au moins sur le papier, et qui, avec des difficultés de mise en œuvre. Et donc, on a un cadre qui est de plus en plus contraignant,
qui nécessitent des interprétations. Donc là, oui, l'avocat est plutôt satisfait. Le magistrat, potentiellement, il est satisfait, sauf quand il est noyé par des procédures. Donc, voilà, enfin, à titre personnel, en tant qu'élu, en tant que celui ayant un besoin d'achat, oui, plus de liberté, plus de responsabilité, plus de compétences et plus de cadres adaptés. Et je pense que c'est ça notre grande difficulté, c'est qu'on a des cadres qui sont souvent internationaux, nationaux, mais il faudrait peut-être discuter de cadres plutôt sectoriels, de cadres géographiques. Et dans ce cas-là, oui, plus de liberté, plus de responsabilité. Il faudrait surtout éviter que ça change toutes les 2 minutes. Ça se complète. Oui. C'est pas forcément des changements radicaux. Mm. Je vais peut-être terminer par une question un peu provocante, mais il y a, alors c'est propre aux économistes, je pense que c'est vraiment une vision qui est très peu partagée, mais vous avez au moins 2 prix Nobel ces dernières années qui ont pris position sur ces questions, en insistant sur le fait qu'ils considéraient que c'était totalement inefficace de laisser aux acheteurs publics la responsabilité de suivre d'autres objectifs au travers de la commande publique que la simple efficacité de la commande publique et d'incorporer des objectifs sociaux, environnementaux, d'intégration des PME, d'innovation, etc. Et concrètement, ça se résume à la question suivante, c'est pourquoi finalement l'État ne prend pas ses responsabilités en imposant des normes à toutes les entreprises. D'ailleurs, pas seulement dans le cadre de la commande publique, hein, mais de manière générale. Est-ce que c'est seulement faisable? Ça, c'est ma question personnelle. Mais si c'est faisable, c'est une vraie question parce que imposer des critères environnementaux dans le cadre de la commande publique au travers de 200 milliards d'euros de dépenses par an, alors c'est une estimation et elle varie beaucoup et on ne sait même pas si c'est par an d'ailleurs, hein, parce que si on regarde par exemple l'Observatoire économique de la commande publique, c'est 110 milliards d'achats publics signés. Donc, ce n'est pas forcément par an. Pour les contrats de plus de 90 000 euros en France, alors on ne voit pas tous ceux qui sont en dessous de 90 000. Donc, encore une fois, c'est une estimation, mais en imposant des contraintes environnementales au travers de l'achat public, c'est le meilleur moyen de ne pas arriver à atteindre l'objectif global qu'on s'est assigné au niveau national, puisque les entreprises qui ne répondent pas aux achats publics peuvent continuer de polluer et de ne pas respecter certaines normes dans leurs contrats privés par ailleurs. Donc, il y a une vraie question de fond qui est pourquoi l'État ne prend pas ses responsabilités, pourquoi il n'y a pas une régulation nationale qui est mise en place. Et la réponse la plus simple, probablement, c'est que ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous avez des éléments de réponse sur cette question? Je peux répondre, Stéphane, parce que ma réponse sera moins complète et moins structurée que la vôtre en tant qu'avocat, mais je pense que ça pourrait être effectivement plus efficace de suivre l'avis du prix Nobel et plutôt de concentrer Prix son Nobel. énergie. Il y en a plusieurs. Des prix Nobel. Mais... Si jamais on est le gouvernement, de se concentrer ses énergies en grande partie, en tout cas, sur l'accompagnement de l'ensemble du tissu économique pour peut-être faire en sorte que la RSE soit systématisée dans les entreprises, ce label-là ou un autre, et en tout cas de les aider, les accompagner, et ça permettrait effectivement de tirer tout le monde vers le haut en même temps. Mais j'imagine que la réponse, c'est que c'est plus dur à attirer toutes les entreprises de France, enfin d'Europe, d'un coup, les amener sur ce terrain-là, et que c'est peut-être plus facile, même si c'est quand même compliqué, mais c'est plus facile de se concentrer sur la commande publique et les acheteurs publics. Parce qu'au final, on fait un petit texte dans le code de la commande publique qui est habitué à être changé très régulièrement, et c'est notre manière peut-être de tenter le fait d'y arriver. Voilà mon avis. Avec des acheteurs publics qui ont des niveaux de compétences et des moyens totalement différents. Oui, mais qui seront peut-être plus enclins, vu que c'est des gens qui, par définition, veulent être le plus rigoureux, le plus respectueux possible, parce que c'est leur cœur de métier, la commande publique. Donc, c'est des gens très rigoureux qui vont tout faire pour se donner les moyens de respecter ce code à la lettre. Là où les chefs d'entreprise, l'ensemble du tissu des chefs d'entreprise de France, dans tous les métiers, n'ont peut-être pas la même sensibilité, la même manière de se mettre en ordre de marche que les acheteurs. Donc, c'est peut-être cette facilité qui justifie ça, mais je ne sais pas, c'est mon avis. Stéphane? Oui,
Moi, je pense que par rapport à ce qu'on disait, c'est la facilité finalement de se dire le levier de la commande publique, il est maîtrisé par les États. Globalement, le pouvoir réglementaire est maîtrisé. On a la possibilité donc de développer. Alors, on voit bien quand même, hein, on développe, mais sans vraiment entrer dans l'exigence, dans la contrainte forte, hein, finalement. On a beaucoup d'interprétations tout de même, hein, des critères. Mais je pense que voilà, c'est surtout ce que disait Jérôme. Je pense qu'il y a beaucoup ça, c'est finalement avoir ce premier levier, peut-être regarder, avoir un retour d'expérience par rapport à la possibilité d'utiliser ces leviers, et notamment de changer des comportements des entreprises, et peut-être aller plus loin. Mais bon, il y aurait, à mon avis, davantage de résistance ailleurs, dans certains domaines, que dans la commande publique, où finalement, on a beaucoup d'échanges, mais à la fin, voilà, celui qui a le dernier mot, c'est de toute façon l'État, hein, donc les ministères, et puis c'est eux qui maîtrisent. Mais je pense qu'il y a un peu des deux, je pense. Voilà, c'est la facilité dans les deux sens. Voilà. Bien, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Il nous reste un gros quart d'heure pour prendre des questions de la salle. Alors, j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait levé la main. Donc, vous pouvez prendre la parole si vous avez toujours votre question à te poser. Présentez-vous et puis posez votre question. Monsieur Sabatier, c'est ça? Oui, bonjour. Henri Sabatier, je dirige une centrale d'achat public et j'apprécie beaucoup l'échange entre un praticien et un dirigeant de centrale d'achat parce que toutes ces questions, on les vit avec nos titulaires de marché qui nous disent qu'un excès de normes leur pose des problèmes. Et faut pas oublier qu'il y a une espèce de ruissellement des normes qui fait que l'État va d'abord s'attaquer aux grands comptes, puis il va l'appliquer aux comptes moyens, et ainsi de suite. Donc il y a une forme de diffusion de ces normes par le haut. Alors évidemment, quand on passe par le haut, il n'y a que les gros acteurs qui sont capables de répondre. On y fait assez attention. Juste deux, trois petites remarques complémentaires. La loi Egalim, formidable, hein, les achats courts, tout ça, c'est super, mais l'achat court, si vous avez des fournisseurs qui sont courts en capacité à produire, ça marche pas. Enfin, faut pas oublier que les canaux économiques sont déjà installés, les chaînes logistiques sont déjà installées, et les idées en termes de commande publique sont peut-être idéales, intelligentes, pertinentes sur le papier, mais les réalités opérationnelles font qu'elles ont du mal à s'exprimer parce que les choses sont déjà installées. Après, on a parlé du prix de la commande publique qui est plus élevé qu'ailleurs. Moi, je ne trouve pas ça très juste comme position parce que le contrat est très déséquilibré pour le secteur privé en termes de la commande publique. Donc, c'est un petit peu normal qu'il y ait une prime de risque prise par les acteurs économiques qui anticipe un éventuel risque de contentieux, de points réglementaires. Donc, je ne trouve pas ça si choquant que ça. Il faut le garder en tête, hein. C'est des contrats très déséquilibrés, donc il faut que les acheteurs restent prudents. Après, dans la diffusion des compétences, moi je trouve que, M. Taconnet, vous êtes un des militants des centrales d'achat publiques. Elles servent à ça, à mutualiser les compétences, à diffuser ces savoir-faire et à rendre accessible à plein de vos clients, de vos bénéficiaires, de marchés qui ont été conçus à un endroit, mais qui sont réplicables partout en France. Et c'est peut-être aussi un bon moyen de faire descendre et ruisseler les compétences. Voilà. Donc, c'était pas des questions, mais moi je trouve que le cadre réglementaire, les acheteurs sont naturellement prudents. Ils n'aiment pas beaucoup les changements de texte parce qu'ils voient ça comme une contrainte. Et ma foi, c'est une question de dosage, il me semble, hein. C'est une question de dosage. Donc trop de liberté, attention, parce que là, trop de liberté, on ouvre la porte à peut-être des prises de risque des acheteurs, mais surtout des candidats qui vont attaquer les procédures en disant non, là, vous avez écrit n'importe quoi, vous avez choisi toujours le même. Donc, il y a une régulation par les candidats aux appels d'offres, hein. Ce n'est pas l'acheteur tout seul qui fait bien ou mal, c'est aussi les candidats qui vont attaquer la procédure. Et voilà. Donc, juste un petit commentaire pour dire que tous ces sujets sont bien vécus dans les centrales d'achat publiques récentes ou plus anciennes. Le raisonnement économique est malheureusement pas encore très diffusé. Et je compte sur la chaire du professeur Saucier pour diffuser cela. Merci beaucoup. Et concrètement, si je comprends bien, ça veut dire que ces nouvelles règles qui complexifient un peu le travail des acheteurs publics risquent dans un premier temps de transférer une partie de l'activité vers les centrales d'achat? Alors, nos clients nous le demandent en tout cas. Je ne sais pas si M. Taconnet a le même sentiment, mais très clairement, des clients nous disent, écoutez, là, ça commence à être compliqué ce cadre réglementaire. Vite, faites un marché public qui soit plus conforme aux règles et au cadre légal, et on sera ravis de faire appel à vos services. Donc, pour nous, c'est une opportunité, c'est certain. Confirme, c'est exactement pareil pour nous. D'accord, c'est ce que j'avais cru comprendre de toute façon lors de la discussion qu'on avait eue jusqu'à maintenant. Donc, alors, y a-t-il d'autres questions ou est-ce que tout le monde est
pressé de, de continuer la soirée par ailleurs. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions apparemment. Bah, écoutez, si vous avez été satisfait de la discussion et si on a répondu à toutes vos questions, je suis en train de regarder dans le chat, mais personne ne lève la main. Bah, écoutez, je vous remercie. Donc, comme d'habitude, la séance a été enregistrée. Elle sera mise en ligne peut-être dans la soirée, sûrement demain. C'est moi qui gère ça et malheureusement demain j'ai cours toute la journée, donc il se peut que ce soit seulement dans la soirée. Si c'est pas fait ce soir, ça risque d'être seulement demain soir. Je vous remercie pour votre présence et puis je vous dis à bientôt, sachant que ce séminaire est mensuel, donc le prochain n'est pas encore planifié, parce qu'on fait un peu ça en flux tendu avec GB2A et Grégory Verkovitch notamment et Virginie Thévenot, mais on vous met ça en ligne rapidement et vous aurez l'information. Et puis je remercie encore nos deux intervenants de ce soir. Très dynamique et très intéressant. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir. et bonne soirée Au à revoir. tous. Au Au revoir. revoir.